Bonjour. Dans ce troisième chapitre, nous allons aborder un outil de reconnaissance des langages de type 3 ou les langages réguliers qui s'appellent les automates à état fini. Alors, un automate à état fini est une machine abstraite qui n'utilise pas ce qu'on appelle une mémoire auxiliaire. La machine abstraite est composée d'un ruban infini à droite, il est limité à gauche, il est infini à droite, d'une tête de lecture qui se déplace vers toujours la droite et un mécanisme de contrôle qui change d'état. Pour le moment, la machine abstraite elle est assez difficile à comprendre, mais il faut juste garder dans votre tête qu'on n'utilise pas dans les automates à état fini une mémoire auxiliaire. Vous allez comprendre avec le temps le fonctionnement de cette machine. Alors, les automates à état fini sont utilisés dans plusieurs domaines. Il n'y a pas que la théorie de langage où on utilise les automates pour la reconnaissance de langage naturel ou artificiel. Ils sont utilisés également dans d'autres domaines, dans la modélisation de machines physiques, comme les distributeurs de café, machines à calculer, etc. Ils sont aussi utilisés dans les protocoles de communication pour représenter, par exemple, les commandes d'un ascenseur. De manière générale, les automates à état fini sont utilisés pour décrire le fonctionnement dynamique d'un système dynamique qui est fait des changements d'état. Donc, avant d'aborder la définition formelle, je vais vous présenter un exemple concret de l'utilisation des automates à état fini. Prenons par exemple une machine distributeur de café qui comporte deux fentes, une pour les pièces de 10 dinars et une pour les pièces de 20 dinars, avec un bouton K pour servir un café. Le café dans cette machine coûte 30 dinars. Alors, pour décrire le fonctionnement de ce système dynamique qui change d'état, on considère d'abord les états suivants. 0, 1, 2, 3. L'état correspond au crédit en multiple de 10 dinars. On considère également l'état initial qui est l'état de repos. Il n'y a rien dans l'automate. Et l'état final qui est le café servi après l'insertion des pièces de 30 dinars. Donc, pour y arriver à l'état final, à partir de l'état initial, donc on doit insérer soit une pièce de 20 dinars, ensuite 10 dinars, ou bien une pièce de 10 dinars suivie par une pièce de 20 dinars, ou bien une pièce de 10 dinars suivie par une pièce de 10 dinars, suivie par une pièce de 10 dinars. Et nous pouvons revenir de l'état final 3 vers l'état initial en appuyant sur le bouton K. Donc, vous allez remarquer dans cet exemple déjà les différents éléments de description d'un automate. L'état initial, les états finaux qui peuvent être plusieurs, l'ensemble d'états, 0, 1, 2, 3, et les actions ou ce qu'on appelle les transitions ou bien l'alphabet du langage reconnu par cet automate. Donc, une définition plus complète, elle comporte quoi? 5 éléments. Sigma, c'est l'alphabet d'entre eux ou bien les actions. Q, c'est les états du système. Sigma, c'est une fonction de transition qui prend un état et un alphabet ou une action retourne un état. Donc, en réalité, sigma présente le changement d'un état vers un autre état en réalisant une action. Regardez, de l'état 0, nous pouvons passer à l'état 2 si on insère ou on exécute l'action ou l'alphabet 20. Donc, le sigma, c'est les actions, c'est les étiquettes de ces flèches. Alors, toujours pour tout automate, il y a un seul état initial. Q0 appartient parce que c'est un seul.
Et pour les états finaux, il peut y avoir plusieurs. Donc, l'ensemble des états finaux F, c'est inclus dans Q. Pour notre exemple de tout à l'heure, il y avait un seul état final. C'était un cas particulier. Alors, pour décrire un automate, il y a plusieurs méthodes. Soit je reprends la définition formelle de tout à l'heure. Je présente c'est quoi les accents, c'est le sigma, c'est l'alphabet d'entrée. C'est quoi les états? Je dois préciser la fonction sigma. Donc, la fonction sigma, toujours, elle prend un état, une action ou un alphabet, elle retourne un état. Donc, il faut présenter les différents changements qui existent dans notre automate. Toujours un état avec un alphabet. Il faut préciser l'état et résultat de cette transition. Toujours par rapport à notre définition formelle, je dois préciser aussi l'état initial ou et l'ensemble des états finaux. Regardez, ici, il y a un ensemble par rapport à l'état initial, il y a un seul. Donc, une description matricielle a été définie pour programmer. Généralement, la représentation matricielle est représentée pour faciliter la programmation. Donc, dans la matrice, on présente quoi? La fonction sigma. Donc, la fonction sigma de l'état Q1 en lisant un A, regardez 2Q1, en exécutant un A, ou bien on dit dans le module théorie de langage, en lisant le A, je passe à Q1. De Q1 en lisant un B, je passe à Q2. De Q2 en lisant un A, il n'y a rien. De Q2 en lisant un B, il y a Q3. De Q3 en lisant un A, je passe à Q3. Regardez, sigma de Q3 en lisant un A, je passe à Q3. Sigma en lisant de Q3 en lisant un B, je passe à Q3. Et je dois préciser dans cette matrice l'état initial représenté par une flèche, les états finaux représentés par des cercles concentriques qui sont vraiment utilisés dans ce qu'on appelle un diagramme de transition. Dans le diagramme de transition, toujours l'état initial, c'est une flèche. Les états finaux sont décrits par des cercles concentriques. Les transitions sont des flèches étiquetées par les actions correspondantes ou l'alphabet correspondant. Voilà, donc regardez, la représentation formelle correspond à la définition de l'outil. La représentation matricielle utilisée beaucoup plus dans la programmation. La représentation graphique, elle facilite la compréhension du fonctionnement de l'automate. Alors, comment ça fonctionne maintenant? Reprenons notre machine abstraite. Je vous rappelle, la machine abstraite, elle est composée d'un ruban qui comporte quoi? Le mot à lire. Le mot en réalité à lire correspond aux différentes actions à réaliser par cette machine. Une tête de lecture toujours qui se déplace vers la droite, elle ne peut pas faire des allers-retours. Et un mécanisme de contrôle. Donc, une configuration représentée par une paire QW correspond à quoi? À quoi? À l'état qui existe dans le mécanisme de contrôle et le mot qui existe sur le ruban pointé par la tête de lecture. Donc, une dérivation directe, c'est un changement d'état. Donc, l'état qui existe dans le mécanisme de contrôle, suite à quoi? Un mot qui existe sur le ruban, quand on lit un symbole, donc la tête de lecture se déplace et le mécanisme de contrôle change d'état. Regardez, on note de la façon suivante. Le mécanisme de contrôle avait, avant la lecture, un état Q, il change d'état donc vers Q', et la tête de lecture qui pointait avant le A, maintenant elle pointe le W.
Donc, je répète, je réexplique sur l'automate. Regardez, ici, il n'y a que 0. Donc, s'il y a une lecture, il y a une action qui s'exécute, nous allons quoi changer l'état de ce mécanisme de contrôle vers un autre état. Donc, pour cet automate, c'est Q0. Donc, il y aura un autre état Q1 et je passe de Q0 vers Q1 en lisant le symbole qui existe ici. Donc, la tête va pointer le deuxième A. Donc, une dérivation indirecte, en réalité, représente le changement d'état de plusieurs dérivations directes. Je vais présenter les choses par un exemple. Regardez, pour cet automate, si on a sur le ruban le mot AB et sur le mécanisme de contrôle, c'est Q1, donc sur le ruban, c'est AB. Je peux passer vers, regardez, de l'automate, il y a la transition Q1A. Donc, je peux passer de Q1 à Q1 en lisant un A. Donc, la tête de lecture va pointer le B. Ensuite, de Q1, en lisant ce B, je vais passer à Q2. Donc, sur le ruban, j'ai lu le A, ensuite j'ai lu le B, donc j'ai un epsilon. Et sur le mécanisme de contrôle, il y aura un Q2. Donc, le langage, je continue d'abord dans la théorie et je vais expliquer par un exemple. Donc, le langage reconnu par un automate, c'est quoi? C'est tous les mots acceptés depuis la configuration initiale jusqu'à la configuration finale. Ça veut dire quoi? Que si sur le mécanisme de contrôle, il y a Q0, sur le ruban, il y a W, en réalisant plusieurs dérivations, donc changement d'état sur le mécanisme de contrôle, déplacement de la tête de lecture. Donc si on arrive à la fin à un état final, et sur le ruban, il y a un epsilon, bien sûr, toujours en suivant les actions qu'on a par rapport à notre automate. Donc, on dit que le mot W est accepté par cet automate. Il peut y avoir, regardez, 4 cas possibles. Sur le mécanisme de contrôle Q0, sur le ruban, il y a un W. Si je peux passer à une configuration avec un état final sur le mécanisme de contrôle, et le W, je le termine. Donc, je dis que mon W, il appartient à L de 1. Alors, si on passe à un état et on termine la lecture du mot, ça veut dire quoi? La tête au début pointe le premier symbole de W. À la fin, elle pointe la fin du mot. Donc, on pointe le epsilon. Mais le problème, c'est que quand l'état final obtenu après toutes ces dérivations, il n'appartient pas à F. Donc, on dit que le mot il n'appartient pas à L de A. Donc, il y a d'autres cas où on peut passer de l'état initial vers un autre état avec quoi il n'existe pas une transition correspondante pour l'état QI W'. Donc, on dit qu'on est dans un état de blocage. Et le dernier cas spécial, c'est que quand de l'état initial, qui est un état final, ça veut dire quoi? De l'état initial, je fais rien, je passe à un état final. Donc, je lis rien, qui est le epsilon. Donc, on dit que l'epsilon, il appartient au langage accepté par cet automate. Regardez, je vais expliquer par un exemple. Pour le mot W1, regardez les différentes configurations qu'on pourra avoir sur la machine abstraite. Donc, on a l'automate, on essaie d'imaginer ce qui se passe dans le mécanisme de contrôle et le mot qui existe sur le ruban. De Q1, donc dans le mécanisme de contrôle, il faut imaginer que de Q1, Q1 qui est l'état initial, existe dans le ruban, pas dans le mécanisme de contrôle. Sur le ruban, il y a AB. Donc de Q1, en lisant un A, la tête va se déplacer vers le B, regardez, mécanisme de contrôle selon les transitions qui existent dans l'automate.
va changer l'état qui est toujours le Q1. De Q1, en lisant un B, donc la tête pointe le B et le mécanisme de contrôle contient un Q1. Donc, d'après l'automate, il y a la transition Q1B. Donc, je vais passer à Q2 et je termine la lecture du mot. Puisque le Q2, il appartient aux états finaux, donc on dit que le mot AB est accepté par cet automate. Alors, pour le mot A, bébé, regardez, même chose. Il faut imaginer toujours votre machine abstraite. Elle est dite abstraite justement parce qu'elle est imaginaire. Ce n'est pas une machine qui existe. On l'imagine juste dans notre réflexion. De Q1, en lisant un A, je vais passer à Q1 et la tête se déplace vers BB. De Q1, en lisant BB, regardez, de Q1 en lisant BB, premier symbole qui est B, je vais passer à Q2 et il me reste la tête sur le ruban pointe le B. De Q2, en lisant un B, la tête va se déplacer vers le epsilon et le mécanisme de contrôle change l'état vers Q3 parce qu'il y a la transition Q2B qui donne Q3. Donc Q3, il appartient aux états finaux, l'ensemble des états finaux. Donc le mot A, B, D est accepté par notre automate. Prenons encore un autre exemple, A, B, A. Donc regardez, de Q1 en lisant un A, je suis dans Q1. De Q1 en lisant ensuite un B, je suis à Q2. De Q2 en lisant maintenant ce dernier A, il n'existe pas la transition. Donc on dit on est dans un état de blocage. Et donc le mot A, B, A ne sera pas accepté ou il n'est pas accepté par notre automate. Dernier exemple, W4 égale à epsilon. Donc, pour accepter le epsilon, il faut quoi? Avoir une configuration qui est Q1 epsilon. On passe vers Q1, Q1 epsilon. Et avec une condition que Q1 est un état final. Comme le Q1 n'est pas un état final, donc le mot epsilon n'est pas accepté par notre automate. Alors, toujours deux automates comme les grammaires, deux automates sont dits équivalents, c'est seulement si ils acceptent le même langage. Maintenant, je vais prendre des exemples de modélisation d'ordre général. Essayez d'apprendre les idées de la modélisation. Alors, pour le premier exemple, on cherche à modéliser le langage suivant. L1, c'est tous les mots qui appartiennent à B étoile, tels que le nombre de A dont W est pair. Alors, pour cet automate, il peut y avoir quoi? Il faut essayer, et dans cet exemple, à représenter la parité du nombre de A. Il peut y avoir deux états possibles. Dans les automates à état fini, on s'intéresse toujours à préciser le rôle de chaque état. Les états dans cet exemple représentent en réalité le nombre de parités ou le nombre de A dans le module. Il peut y avoir deux cas, soit un nombre pair, soit un nombre impair. Donc, on a deux états. 0 représente la parité 0, le nombre de A dont le mot c'est 0. Le 1 ici, Q1, représente le nombre de A dont W égale à 1. Alors, donc, l'état initial, il faut maintenant préciser tous les éléments de l'automate. L'état initial, c'est l'état où il y a une parité égale à 0. Au début, quand on lit rien, donc le nombre de A, c'est 0. Et donc, c'est un état final, c'est pair. Quand on lit un A, le nombre de A, il devient impair. Donc, je passe à cet état. De cet état, je peux lire quoi? Un B, le nombre de A reste toujours dans le même état qui est impair. Quand on lit un deuxième état, donc on revient vers l'état initial qui est final. On accepte le mot qui contient A, A. De l'état initial, quand on lit que des B,
le nombre de A toujours est pair. Regardez maintenant, quand on agrandit la complexité du langage précédent, pour ce langage, c'est les mélanges. Ce langage comporte les mots qui contiennent un mélange entre A et B, de sorte que quand on compte le nombre de A, il est pair, et quand on compte le nombre de B, est toujours aussi pair. Regardez, quand on cherche à compter le nombre de A et le nombre de B. Il peut y avoir 4 cas possibles. Nombre de A pair, nombre de B pair, nombre de A pair, nombre de B impair, nombre de A impair, nombre de B impair, nombre de A impair, nombre de B pair. Donc, le nombre d'états qu'on pourra avoir dans cet exemple, c'est 4 états. Et maintenant, reste à quoi? Regardez comment j'ai décrit les choses. J'ai mis deux indices ici. Le premier représente la parité du nombre de A, pair ou impair. 0 représente le nombre pair, le 1 représente le nombre impair. Et le deuxième indice représente la parité du nombre de B, pair ou impair. Deuxième chose, l'état initial, quand on lit rien, donc on a quoi? Nombre de A, c'est 0. Nombre de B, c'est 0. Donc, c'est Q00. Donc, l'état initial, c'est Q00. Comme la condition ici, on accepte les mots dont le nombre de A est pair, nombre de B est pair. Donc, l'état final, c'est l'état initial. Maintenant, reste à dessiner les différentes transitions entre les états. Regardez, on lit, on n'a rien lu au début. On commence à lire un A. Quand on lit un A, le nombre de A devient impair, mais le nombre de B reste tel qu'il est. Donc, on passe à l'état Q1, 0. Nombre de A pair, impair, nombre de B c'est pair. Quand on lit maintenant un B de l'état initial, un B, nombre de A reste toujours pair et le nombre de B, regardez, il devient impair. Donc, je passe à l'état Q01. De Q10, on passe à Q10 si on a nombre de A impair. Maintenant, si on lit encore un autre A, le nombre de A devient pair. Le nombre de B reste toujours pair. Donc, c'est un retour vers l'état initial, Q pair pair. Maintenant, si de Q10, je lis un autre B, ça veut dire quoi? Le nombre de A est impair. Je viens de lire un B. Le nombre de B était pair. Avec un autre B, ça devient impair. Donc, je passe à l'état Q, pair, impair, impair. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine, toutes les transitions, toutes les flèches de cet automate. Alors, je prends encore un autre exemple. Pour le langage L1, c'est tous les mots tels que, quand on les interprète, mélange de 0, 1, quand on les interprète en décimale, ils deviennent des multiples de 4. Alors, pour cet exemple, toujours, la clé de toute modélisation, c'est de fixer le nombre d'états correspondant à ce problème. Le nombre d'étapes correspondant à ce problème est lié à l'idée suivante. Les multiples de 4 sont des diviseurs qui acceptent la division sur 4. Les nombres qui acceptent la division sur 4 peuvent avoir 4 possibles, soit la division sur 4 égale à 0. Donc, c'est un multiple, soit elle est égale à 1, soit elle est égale à 2, soit elle est égale à 4. 3, pardon. Donc, on a 4 cas possibles, 4 états. Le i ici représente le nombre le reste de la division du nombre sur 4. Si le reste de la division sur 4 égale à 0, donc le nombre est un multiple de 4. Donc, l'état initial est final. Tous les autres états représentent le reste de la division sur 4. Maintenant, il faut dessiner les flèches. De l'état initial, j'ai rien lu, je commence à lire un 0. Donc, un 0, c'est un multiple de 4. Quand on lit un 1,
le 1 en binaire qui correspond au 1 décimal. Son reste de division sur 4, c'est 1, donc on passe à Q1. Maintenant, de Q1 en lisant un 0, j'ai déjà lu un 1. Regardez, pour atteindre le Q1. Et de Q1 en lisant un autre 0, donc qui est en binaire, le 1, 0 en binaire correspond au 2 en décimal. Le reste de division de 2 sur 4, ça donne 2. Donc on passe à Q2. Regardez, je reviens toujours vers Q1. De Q0, je peux atteindre Q1 en lisant un 1. Cette transition. De Q1 en lisant maintenant un 1, un autre 1, j'ai lu un 1 et je lis maintenant un autre 1. Le 1, 1 en binaire correspond à 3. Le reste de division de 3 sur 4, c'est 3. Donc je passe à l'état Q3. Je continue à dessiner mon automate. Pour chaque état, je dois préciser quelle est la transition correspondante en lisant un 0, quelle est la transition correspondante en lisant un 1, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine la représentation de notre automate. Alors, il y a un autre exemple qui correspond à un problème très connu dans la modélisation, qui est le problème de loup, chèvre, chou. Alors, le problème de loup, chèvre, chou, il correspond à une personne qui veut se déplacer dans une rivière en utilisant une petite barque. La barque ne peut transporter que la personne et un de ses compagnons, loup, chèvre et chou. Sachant que loup peut manger la chèvre peut manger le chou, donc cette personne ne peut laisser la chèvre avec le chou, elle ne peut laisser connu dans le monde informatique. Sa solution dans la théorie du langage correspond à quoi? Regardez, j'ai donné ici quelques indices de modélisation et je vous laisse le soin de dessiner l'automate. Donc, quand on s'intéresse à préciser le rôle de chaque état. Quels sont les états, le sens à donner aux états. Dans cette partie de modélisation, on s'intéresse à donner un sens à notre automate. Mais dans le futur, on va oublier complètement l'histoire de sens. Alors, d'abord, je vais représenter loup par L, c'est par chèvre, X qui représente le chou, l'homme c'est H. J'ai oublié de mentionner ici l'homme c'est H. Et regardez, les états, je vais les décrire par QI-G. Donc, le I représente ce qui existe sur le côté gauche de la rivière. Le G représente ce qui existe sur le côté droit de la rivière. Donc, l'état initial, tout le monde était sur le côté gauche. Tout le monde, ça veut dire quoi? Q, C, X, L. L'homme, on l'ignore parce qu'il ne peut pas y avoir un déplacement sans l'homme. Donc, regardez. Le côté gauche, tout le monde existe sur le côté gauche, il n'y a rien sur le côté droit. Les états finaux, c'est l'inverse, tout le monde sur le côté droit, et sur le côté gauche, il n'y a personne. Et à chaque fois, regardez, je dessine cet état de QCXL, l'ensemble vide, qui est l'état initial. L'homme peut se déplacer en prenant en premier quoi? En premier, il doit prendre avec lui la chèvre. Il ne peut pas laisser le loup avec la chèvre ou bien le chou avec la chèvre. Il va laisser le loup avec le chou. Donc, l'homme, il se déplace en premier avec la chèvre. Donc, la prochaine étape, sur les étiquettes des flèches, il y aura quoi? Un X. L'homme s'est déplacé avec la chèvre. Pardon, un C. L'homme va se déplacer avec un C qui est la chèvre. Et donc, l'état prochain, ça sera chèvre, Q, CL, ce qui existe sur le côté gauche. Pardon, c'est le loup et le X.
loup X, tiré, chèvre qui existe sur le côté gauche. Il faut continuer à décider votre automate. Voilà. Maintenant, nous allons voir les différents types d'automates qui existent. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les automates à état fini déterministes, qui présentent quoi? Pour chaque état, il peut y avoir une seule sortie pour un seul symbole. Bon, pour tous les symboles. Si je prends le A, il y a une seule flèche sortante pour le A. Il y a une seule flèche pour le B. Mais il ne peut pas y avoir le choix pour un symbole donné. Hein. Donc, quel que soit l'état, quel que soit le symbole, le nombre de transition pour ce symbole, c'est inférieur ou égal à 1. Soit ça existe ou il n'existe pas. On dit que l'automate est déterministe face à un symbole donné. On ne peut pas avoir le choix. C'est ça, notion de déterminisme. Les automates, par contre, indéterministes, veut dire quoi? Que face à un symbole donné et face à un état donné, de Q0, en lisant un 0, regardez, j'ai le choix soit entre Q0, d'aller vers Q0 ou vers le Q1. Donc, puisqu'il existe le non-déterminisme pour un seul symbole, donc l'automate est indéterministe. Regardez la définition formelle. Donc, c'est pour un état donné et pour un symbole donné, le nombre de transitions, le nombre de changements d'état pour un seul symbole dépasse le 1, donc supérieur strictement à 1, ça peut être 2. Donc on a le choix pour ce symbole et donc l'automate est indéterministe. Donc je répète l'explication sur cet automate. Regardez, de Q0 en lisant un 1, c'est Q1, on n'a pas le choix. Par contre, pour le Q0 en lisant un 0, j'ai le choix d'aller vers Q1 ou j'ai le choix de suivre cette transition de rester dans Q1. Donc, on est face à un choix d'aller vers Q1 ou Q0. Et donc, l'automate est indéterministe. Il y a d'autres, nous allons, d'abord, nous allons dans le prochain chapitre vidéo, vous expliquer comment des automates non déterministes qui présentent le choix, donc c'est le flou des chemins à suivre, comment transformer l'automate qui est indéterministe à un automate déterministe. Il y a d'autres encore types d'automates, c'est ce qu'on appelle l'automate c'est ce qu'on appelle un automate à état fini généralisé ou bien avec epsilon transition. Parfois, dans la nature, d'un état, je passe vers un autre état sans rien faire. Donc, cette nature qui existe est représentée par ce qu'on appelle epsilon transition. Donc, de l'état Q0, je passe à l'état Q sans rien faire et donc, je vais suivre une flèche étiquetée par epsilon. Donc, ce genre d'automate représente un phénomène naturel. Par exemple, dans un distributeur de café, je peux, sans rien faire, l'automate de l'état initial Q1, on peut passer vers un état QN qui représente l'automate ne marche pas, il tombe en panne. Mais on n'a rien fait, on n'a pas appuyé sur un bouton. Ce phénomène naturel est représenté par ce qu'on appelle epsilon transition. Vous allez voir aussi dans la prochaine vidéo comment transformer un automate qui comporte ou qui contient des flèches étiquetées par epsilon, comment le transformer à un automate qui ne contient pas des flèches étiquetées par epsilon. Le dernier exemple, le dernier type d'automate, c'est ce qu'on appelle les automates complètement spécifiés. C'est que quel que soit l'état, quel que soit le symbole, il y a toujours un état de transition. Ça veut dire quoi? En lisant de Q0, en lisant un 0, je passe vers un état. De Q0 en lisant un 1, je passe vers un autre état. Tout à l'heure, dans la matrice de transition, il peut y avoir là où des cases vides. Il n'y a pas une transition correspondante pour un symbole donné.
Les automates dits complètement spécifiés veut dire quoi? Que la matrice, elle est entièrement remplie sur l'automate, quel que soit l'état, quel que soit le symbole, toujours pour de cet état en lisant ce symbole, il y a un seul, un et un seul, il n'y a pas le choix. Il y a un et un seul symbole, état de transition. Regardez pour mon exemple, de Q0 en lisant un 0, je passe à Q1. À Q0, pardon, de Q0 en lisant un 1, je passe à Q1. Pour le Q1, la même chose. Toujours, il y a une seule flèche qui sort pour toutes les actions ou tous les alphabets, les symboles de notre alphabet d'entrée. Donc, le langage, maintenant, je vais expliquer le langage de tous ces automates. On commence à apprendre et à déterminer le langage directement en disant l'automate. Regardez, cet automate de Q0, je peux lire un A, donc je peux lire AN. Ensuite, je ne peux passer à un état final que en lisant un B. Et je peux encore lire plusieurs A. Donc, le langage accepté par cet automate, regardez, c'est AN, B, AN, AM, pardon. Et le mot minimal, c'est de Q0, je peux lire un B. Donc, les N et M sont supérieurs ou égaux à 0. Pour le deuxième exemple, regardez, je peux lire 0 ou 1 ou 0 ou 1. Donc, un mélange, quand on écrit comme ça, je peux lire un mélange entre 0 et 1. Ensuite, je ne peux passer à un état final que si j'ai lu au moins 0, ensuite 0, ensuite 1. Et à la fin, c'est optionnel, je peux lire encore 0 ou 1 plusieurs fois. Donc, le langage accepté par cet automate, regardez, c'est quoi? C'est que je peux lire tous les mélanges entre 0 et 1, au début ou bien à la fin. L'essentiel, je ne peux passer à un état final si je au moins lu le sous-mot 0, 0, 1 au moins une fois. Donc, le nombre d'occurrences de 0, 0, 1 dont le mot W est supérieur ou égal à 1. Regardez pour le troisième exemple, je peux lire plusieurs A, je fais rien. Je peux passer à lire plusieurs B, je fais rien. Je peux lire encore plusieurs C. Donc, le langage accepté par cet automate, regardez, plusieurs A, ça peut être 0. Plusieurs B, ça peut être un 0, le M. B, je peux lire plusieurs C, ça peut être un 0 aussi. En utilisant epsilon transition généralement, c'est très facile à représenter toutes sortes de problèmes. Alors, pour cet automate, regardez, de l'état initial, je peux lire 1, 1, ensuite 1, 1, ensuite 1, 1. Donc, de l'état initial, je ne peux revenir à l'état je ne peux revenir à l'état initial qui est l'état final que si j'ai lu 3, 1. Donc, le nombre de 0 n'est pas important dans cette lecture. Je peux à tout moment lire un 0. Donc, le plus important dans cet automate est que le nombre de 1 doit être un multiple de 3. Donc, le nombre de 1 dans W, c'est un multiple, il n'égale pas 3, mais c'est un multiple de 3. Bon, le reste des divisions de ce nombre sur 3 égale à 0. Il y a plusieurs notations, il n'y a pas que celle-là. L'essentiel, on peut écrire en bon français que le nombre d'occurrences de 1 dans W est un multiple de 3. Merci pour votre attention.